le genre de détail qu'on oublie, jusqu'à ce qu'ils reviennent tous les soirs, quand tout semble enfin fini. Au début, c'était juste un bruit, un petit claque de bois, pas assez fort pour faire peur, juste assez pour te faire lever les yeux et ne pas t'inquiéter. On se disait, ah ben, encore lui, il a décidé que c'était l'heure. L'heure de quoi? On savait pas trop. Mais c'était toujours le même tabouret. Et c'était toujours quand on croyait que la soirée était enfin terminée. C'était ce moment étrange, entre la dernière chaise montée sur la table et le premier soupir de soulagement. Celui où le silence retombe, où le plancher colle un peu sous les pieds, où les néons bourdonnent pour rien, où il ne reste que nous, la vaisselle propre et l'envie de rentrer. Et là, il tombait. C'est un bar de village comme il y en a d'autres. Des photos jaunies d'équipes sportives, un client appelé Claude, même s'il s'appelle Mario. Le genre d'endroit où tu connais la commande avant le prénom, où le vendredi rime avec shooter gratuit, puis regret le samedi matin. Mais ce tabouret-là, il s'est mis à vivre sa propre petite vie. Baptisé le tabouret maudit de la place 7, un peu plus foncé que les autres. Pas assez pour que les clients le remarquent, mais assez pour qu'on se demande. Il vient d'où, lui? On n'en savait rien. Il avait toujours été là. Même le patron ne savait pas. Ce qui est certain, c'est qu'il tombait. Toujours lui. Jamais un autre. Même s'il était déplacé, éloigné, adossé au mur ou empilé sur deux autres. Il glissait. Il basculait. Il se foutait de notre organisation. Julie, la barmaid du soir, a commencé à le surveiller. Julie est souvent témoin de ces événements. Un soir, elle a écrit dans le calepin des commandes « Tabouret maudit de la place 7, tombera vers la fin ». C'était devenu une blague, une sorte de rendez-vous absurde. Sauf que, semaine après semaine, le foutu tabouret respectait l'horaire. L'équipe fait des tentatives d'explication douteuses. Hypothèse: le sol est croche. On a sorti un niveau. Résultat: pas de pente. Juste une très vieille inclinaison psychologique du plancher. Hypothèse: le tabouret est fêlé. On l'a secoué, retourné, tapé. Il tenait le coup, même mieux que certains clients. Hypothèse: un courant d'air. On a tout fermé. Le courant d'air aurait dû suffoquer. Mais le tabouret tombait quand même. Un soir, David, le cuisinier à la philosophie douteuse, a déclaré « C'est sûrement l'esprit d'un gars, lors d'un vendredi soir, qui a jamais eu sa tournée gratuite. » On a ri. Mais intérieurement, personne n'était si sûr. Parce que ce tabouret, il tombait quand on commençait à l'oublier, toujours dans ce creux du temps, entre deux silences, entre la fatigue et le bonne nuit, comme si le bar lui-même soupirait trop fort. À force d'en parler, fallait qu'on en ait le cœur net. On a installé une caméra de surveillance, pas une de nos vieilles tablettes pourries, une vraie caméra qu'un client technicien nous a prêtée. On l'a fixée bien en face du tabouret. On a fermé le bar comme d'habitude. Personne n'a touché au tabouret. Et on est parti. Le lendemain, on a lancé la vidéo sur l'ordi du bureau. On a avancé. Minuit, 1 heure. Silence. Et puis, rien. Pas de chute. Pas de glissement. Le tabouret reste droit. Julie s'est écriée. Ben là, le seul soir où on filme, il se tient tranquille. Sérieux? On pensait que c'était fini. Un mythe à enterrer. Et c'est là que David a reculé l'image. Image par image. À un moment flou. Presque imperceptible. Il y avait quelque chose. Quelqu'un. Assis. Flou. À moitié transparent. Comme une vieille photo mal imprimée. On a figé. On a arrêté la vidéo. Personne ne disait un mot.
Julie a cassé le silence. Ouais. Je propose qu'on fasse comme si on n'avait rien vu, puis qu'on arrête de filmer les meubles. Et on a fait exactement ça. On a rangé la caméra. On ne l'a plus jamais ressorti. Mais le tabouret, lui, il est retombé. Le lendemain, à son heure floue, entre deux silences, comme toujours, depuis la vidéo, Julie ne regarde plus le tabouret de la même façon. Avant, elle le surveillait comme un animal de compagnie bizarre. Maintenant, elle passe devant comme on passe à côté d'un cercueil mal fermé. David, lui, fait comme si de rien n'était. Il continue à rigoler, à dire que tout ça, c'est du théâtre de meubles, que les histoires de spectres, c'est bon pour les fous. Mais il a quand même déplacé le tabouret plus loin derrière le bar, sans rien dire à personne. Un soir où Julie avait terminé son shift plus tôt. Juste au cas. Il est tombé pareil, pas tout de suite. Cette fois-là, il a attendu plus longtemps. Juste assez pour que David baisse sa garde, qu'il allume une cigarette dehors en croyant que tout était sous contrôle. Quand il est revenu à l'intérieur, le tabouret était couché, doucement, bien rangé sur le côté, pas projeté, déposé. Et à côté, sur le plancher, il y avait une trace, une espèce d'empreinte de cercle, un anneau parfait. David a passé la mop, mais la trace est restée. Depuis, il ne rigole plus autant. C'est là que Julie a raconté un truc qu'elle avait gardé pour elle depuis un bout. Une cliente âgée, un dimanche après-midi, pendant une soirée tranquille, lui avait demandé « Y en a-tu encore qui s'assoient là, à cette place-là ?»« Quelle place, madame ?»« Celle-là, celle du monsieur qui venait tout seul. Toujours entre deux bières, il écrivait dans un calepin. Il est mort ici, tu sais ?» Julie l'avait ignoré, jusqu'à maintenant. Quand elle a raconté ça à David, il a juste répondu. Ben oui, puis moi je suis le fantôme du lave-vaisselle. Mais elle voyait dans ses yeux qu'il n'était pas si sûr. Alors on a fouillé, juste un peu, par curiosité. Dans la réserve, entre deux boîtes de chips périmées et des décorations de Noël passées date, on a retrouvé une vieille boîte à chaussures pleine de trucs oubliés, des affiches de spectacle, des photos et un article de journal jauni. Homme retrouvé sans vie dans un bar de quartier. Juste une phrase qui a fait frissonner Julie en la lisant à haute voix. On s'est regardé sans dire un mot. C'était pas une preuve. C'était même pas clair si c'était ce bar-là. Mais c'était suffisant. On a remis la boîte à sa place. Personne n'avait envie de continuer. Sauf que le lendemain, le tabouret est tombé plus tôt. Pas après la fermeture. Pas dans le creux du silence. Il est tombé pendant qu'on servait encore les derniers clients. Et cette fois, il a heurté le plancher avec un son plus sourd, plus pesant, comme s'il avait changé de poids. Julie a lâché son verre. David a sursauté. Même Claude, qu'on appelle Mario, a levé les yeux. Personne n'a rien dit. On l'a relevé, lentement. On l'a remis dans le coin. Et on a fait comme si c'était rien. Mais après ça, on a commencé à entendre autre chose. Quand on était seul, on aurait dit un frottement, comme un tissu contre du bois. Et parfois, Julie affirme avoir senti une odeur. Pas mauvaise, pas forte non plus, mais reconnaissable. Une zone de froid, et ça lui fout la chienne. Depuis, elle note l'heure à laquelle le tabouret tombe, ou le bruit, ou ce qui lui semble anormal. Elle tient un genre de carnet, caché dans le tiroir du bar. Personne ne l'a vu sauf moi. Elle ne veut pas que David sache. Mais David commence à me demander si elle n'a pas raison. Parce que le tabouret tombe encore. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus un accident de fin de soirée.
C'est devenu une présence, un rappel, et j'ai comme l'impression qu'on est plusieurs à le remarquer, même si on fait tous semblant que non. Zone obscure. Des histoires qui refusent de disparaître.